Fabrice Imbert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Postpartum, un podcast qui mêle avec humour, parentalité et création littéraire et propose ainsi à nos auditeurs de partager un moment intime et souriant avec une autrice ou en l'occurrence un auteur. Il s'agit d'une entrevue dont je vous donne le principe. Vous avez devant vous des cartes dont vous ne voyez encore que les dos, mais au verso de chacune de ces cartes que vous piocherez au hasard, Balthazar, se trouve une question qu'il vous faudra s'il vous plaît lire à haute voix avant d'y répondre de même ou pas. Est-ce qu'il existe des livres plus ou moins désirés ? Est-ce que ce sont les plus désirés qui s'en sortent le mieux ? Alors, chez moi, il n'existe pas des livres plus ou moins désirés. En revanche, c'est vrai qu'il y a plus ou moins d'affection pour mes livres. Mais ce que je n'aime pas et qui me trouble dans cette histoire, c'est que j'ai remarqué que dans l'affection que je peux avoir dans certains livres, il y a le regard des lecteurs et l'accueil des lecteurs qui s'en mêlent. D'accord, il y a aussi le cas qui arrive assez souvent de livres ou d'autres œuvres qu'on crée en se disant c'est une bêtise et qui tout à coup deviennent des choses extraordinaires alors qu'ils sont pas nés justement d'un désir fou. Alors ça, il y a un exemple, mais je vais absolument pas savoir qui est le musicien, mais c'est un musicien des années 60-70, un Français qui travaillait depuis des mois à un album et qui était très ambitieux et tout ça. Un soir, c'est de la variété, hein, mais j'adore la variété. Et un soir, il écrit, mais vraiment sur la table de sa cuisine, une petite chanson. La petite chanson mais fait le tour du monde, mais immédiatement. Et l'album, rien du tout, aucun écho. Est-ce que ça fait vraiment plaisir, toutes ces visites, ces photos, cette avalanche de signes amicaux quand on vient de mettre son livre au monde ? Oui. Alors c'est même très très important. C'est très important parce que c'est quand même un moment difficile. C'est-à-dire que on a beau faire la tournée, vraiment se donner à 1000%, c'est très dur de faire vivre un livre et en plus, surtout au début, on n'est absolument pas sûr de la qualité de ce qu'on a écrit. Et donc tous ces signes extérieurs sont très importants, même si on sait que de toute façon les gens vont pas vous dire que c'est nul, parce que les gens dans l'ensemble, ou bien ils sont polis, ou bien ils sont gentils. Donc ils vous disent pas ce que tu as fait est complètement nul, ton bébé est atroce. Vraiment ce nez. Mais en fait, il y a une espèce de chaleur humaine avec ces signes amicaux qui est réconfortante. Voilà. Donc, même si on n'est pas forcément rassuré sur la qualité du livre, en tout cas, on est rassuré d'être entouré. Voilà, ça c'est très important. C'est vraiment une période de vraie fragilité émotionnelle. Est-ce que même s'ils naissent très différents de leurs parents, les livres ne finissent pas par leur ressembler ? Alors, ils me ressemblent tous, mais ma vie d'homme fait qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que quand j'ai écrit L'origine de la violence sur ma famille paternelle et la déportation, c'était un livre de fils. Quand j'ai écrit Eden Utopie sur ma famille maternelle et son terrorisme d'extrême gauche et les années de prison, c'était un livre de fils. Et ça, l'actuel, de l'autre côté de la vie, est clairement un livre de père. Donc j'ai vraiment évolué en tant qu'homme, et oui, ça fait l'évolution de certains courants profonds. Mais même lorsque je suis un fils d'une part, et puis un père d'autre part, en réalité, il y a quand même des choses qui dépassent ça. Et par exemple, la thématique de la violence, je dois dire, est quand même importante. Disons qu'elle était essentielle dans l'origine de la violence et elle reste importante dans le dernier de l'autre côté de la vie. Mais avec une différence importante, c'est que il y a quelque chose d'un peu dégoûtant que je relève dans l'origine de la violence, c'est que on déteste la violence, mais elle a une part de fascination. Et en fait, ce que j'ai remarqué de l'autre côté de la vie, où je suis un père, c'est qu'il n'y a plus du tout cette fascination pour la violence. Ça a vraiment totalement disparu. Voilà, en tant qu'homme,
Voilà, je suis débarrassé de tout ça. J'ai même arrêté la boxe, c'est tout dire. Est-ce qu'il existe une forme adolescente du livre avec une révolte contre l'auteur de ces jours ? Pas chez moi. Pas chez moi, mais je pense que ça existe en effet. Oui. Et je pense que la révolte contre l'auteur de ces jours est plutôt quelque chose de sain. Mais moi, je ne l'ai pas eu pour des raisons qui seraient un peu personnelles et longues à expliquer et dont l'origine de la violence donne une des clés. Je ne pense pas que vous pourrez retenir cette réponse qui ne veut pas dire grand-chose. Une question très longue sur un sujet très flou. Durant la période du postpartum, des phobies d'impulsion se manifestent souvent par la peur pour les parents de blesser leur bébé, de le noyer, de le brusquer ou de l'agresser sexuellement. Ah, je ne savais pas ça. Les personnes ayant ces phobies souffrent d'une terrible anxiété à l'idée que ces pensées obsédantes ne se traduisent en actes, ou qu'elles ne dissimulent une partie très obscure de leur personnalité jusque-là méconnue. Avez-vous ressenti des phobies d'impulsion après la naissance de votre livre ? Pas du tout, donc vous allez penser que je suis quelqu'un de très sain, et c'est sans doute tout à fait juste, mais non, il ne va pas y avoir de partie obscure qui va être révélée, bon, sinon par le détour, parce que il y a des choses que je ne dirais pas dans un livre. J'ai quand même... je pense que mes livres répondent à une quête identitaire, mais qu'elles prennent absolument toujours des détours fictionnels, parce qu'en fait, curieusement, l'intime est difficile pour moi. Et donc je prends toujours des personnages différents, des formes fictionnelles très différentes, parce que l'intime est très compliqué. Je ne parle jamais de ce qui est véritablement intime. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Donc voilà, je pense pas qu'on puisse déceler facilement, en tout cas, une partie obscure de ma personnalité. Après, j'ai remarqué que certains lecteurs le font. Par exemple, qu'ils ont pu déceler dans le dernier De l'autre côté de la vie une grande angoisse. Mais pour le coup, j'ai remarqué que c'était en général des lecteurs, c'est pas seulement qu'ils étaient sensibles, c'est souvent qu'ils avaient une formation. Là, par exemple, c'était quelqu'un qui avait une formation psychiatrique. Donc voilà, ça doit se déceler, mais c'est vraiment très en dessous. L'intime est une chose difficile pour moi. Est-ce que les gens qui vous parlent de votre livre nouveau-né prennent des voix débiles comme pour les bébés ? Et question corollaire, est-ce qu'on vous apporte des cadeaux de naissance ? Y a-t-il un équivalent de Sophie la girafe pour bébé livre ? Alors, moi, il y a une chose que j'aime bien, que fait Kalman Levy, c'est les... comment ça s'appelle ? Les trucs qu'on met dans les livres, là, comment ça s'appelle ? Les marque-pages. Voilà, les marque-pages avec le titre du livre, la photo de l'auteur. Donc ça, c'est Sophie la girafe pour moi. Après, est-ce que ils prennent des voix débiles comme pour les bébés ? Non. Non. Ce serait plutôt parfois des voix exagérément sérieuse, oui. Mais non, pas des voix... Ou ronflantes un peu parfois, oui, non ? un petit peu ronflantes parfois, oui. Mais non, c'est... Non, mais les gens sont respectueux du livre. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas forcément les livres, la lecture, la littérature, mais il y a un respect. Voilà, il y a un respect qui vient peut-être simplement de l'enfance scolaire ou des choses comme ça, mais il y a quand même un respect, donc ils font attention. Voilà. Les écrivains ne sont pas les êtres les plus détestés de la Terre, je crois. Une question Magazine People. Est-il trop tôt pour boire une coupe de champagne ? Est-ce que je peux mettre des vêtements normaux maintenant ? Combien de temps avant de refaire l'amour ?
Alors moi, il faut quand même du temps avant de refaire l'amour, parce que je suis encore dans de l'autre côté de la vie. Je suis plus du tout dans la phase d'écriture, donc je suis plus du tout dans cette phase heureuse d'un imaginaire qui m'entoure. Ça non, vraiment plus même. Mais je suis pas du tout à la naissance d'un autre livre. Je suis dans cet espace qu'on appelle la promotion, qu'on pourrait appeler la vie du livre en fait, et où je l'accompagne partout en France, enfin disons dans l'espace francophone, et vraiment c'est un grand moment dont il faut profiter. C'est un moment qui est épuisant parce que j'ai un métier par ailleurs, donc physiquement c'est dur, mais il faut songer aussi à cette chance qu'on a, que des gens fassent attention à votre livre, etc. Donc je le prends pas du tout comme quelque chose d'obligatoire, de pénible, etc. Et je ne suis jamais blasé. Vraiment, c'est une chance qu'on nous donne, qu'on a gagnée aussi par notre travail, et il faut en profiter pleinement. Ce moment, alors qui pour moi est double, parce que c'est bien sûr la rencontre des lecteurs, dans les librairies, j'adore les librairies, je suis vraiment l'homme des librairies, mais c'est aussi la diversité des coins de France, Belgique, Suisse, etc., mais surtout France. Vraiment, j'adore explorer la France et le plus petit hameau du monde. Si jamais il y a une librairie, j'y vais. Il y a des naissances plus ou moins difficiles. Certains laissent même des traces ou des cicatrices que l'on garde toute sa vie. Oui, c'est une question sans point d'interrogation. Je pense que c'est juste. En fait, c'est l'écriture qui peut laisser des traces. Le plus grand moment d'écriture de ma vie a été un passage de l'origine de la violence. Ça a été 3 mois de l'écriture de l'origine de la violence. C'est le passage qui se trouvait dans le camp de Buchenwald. J'avais une telle obsession pour ces pages que tout ce qui était extérieur était en trop. Alors ça ne veut pas dire que je me transformais en misanthrope parce que je suis un gars poli, mais véritablement c'était en trop par rapport à l'essentiel qui était ces pages d'écriture. Il devait y en avoir 70, je pense, de mémoire. Et ça a été le moment d'écriture le plus intense de ma vie, celui où les visions étaient les plus fortes, où il y avait le plus d'enjeux personnels pour moi, et Dieu sait pourtant que je mets de l'intensité dans l'écriture, mais là, ce passage-là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était vraiment un grand moment d'écriture. Quelle est la première question qu'on se pose quand on envisage de mettre un livre au monde ? Alors moi, je ne me pose pas de questions, j'écris et je vois assez vite en fait si malheureusement l'enfant ne naîtra pas. Ça a été le cas pour celui-là qui est le produit d'une somme d'échecs qui a tout d'un coup donné naissance à des mois d'écriture très favorables. C'est-à-dire que j'avais un projet à partir d'un événement qui m'avait frappé, qui est l'incendie de la concession automobile de mon ami Gilles dans le 95. Donc, après la mort de Naël, ce jeune homme qui a été tué par un policier, il y a eu des émeutes, particulièrement autour de Nanterre, mais aussi dans le 95, un peu partout en France, mais vraiment, il y a eu des points très forts, 92-95. Et Gilles avait une concession. Des cocktails Molotov ont été jetés par une bande de jeunes et tout a explosé. Quand j'ai vu la concession et tout en cendres, avec la température qui était montée, je crois, je savais même pas que ça existait, jusqu'à 1400 degrés, j'ai été stupéfait. Et ensuite, quand j'ai vu certaines vidéos, c'était une scène de guerre. C'était très, très impressionnant. Et
lorsque il m'a tout raconté, les efforts énormes pour essayer de remonter ça avec une incompréhension quand même, lui il avait strictement rien demandé. En fait, j'ai voulu écrire quelque chose à partir de ça, mais aussi parce que j'avais enseigné à 1 kilomètre de là. C'était vraiment un coin que je connaissais très bien, et je voulais revenir sur cette période de ma vie, faire quelque chose de plus autobiographique. Et en réalité, ce projet a totalement échoué. J'ai écrit 70 pages et ça n'a absolument pas marché. Et comme j'avais vraiment besoin d'écrire, je me suis lancé dans d'autres projets, je crois facilement 6-7. Mais à la fin, je me souviens, j'ai écrit 2 pages et j'ai senti que j'irais pas plus loin. Et le lendemain, c'était de l'autre côté de la vie qui commençait, dans un garage en flammes. Et j'ai mis des mois, en fait, j'ai attendu la sortie du livre pour comprendre que c'est ce projet qui avait échoué, qui a repris sous tout à fait une autre forme, à travers l'idée de la guerre civile et de ce garage en fusion qui explose. Voilà, donc ça a été vraiment l'histoire de la naissance de l'autre côté de la vie. Donc voilà, je me pose pas de questions, mais j'échoue beaucoup, et puis à un moment, quand ça part, ça part. Voilà, c'est qu'on a trouvé une bonne résonance, je pense. Une bonne résonance par rapport à ce qu'on est. Vous préférez mettre votre livre au monde à la dure, de façon naturelle, responsable, éco-bobologique, accroupi dans votre jardin, ou plus confortablement, dans une clinique et sous péridurale. J'ai des lieux merveilleux pour écrire. Voilà. D'abord, mon bureau est agréable, mais sinon, j'écris uniquement dans des pièces fermées. Je déteste écrire dans un café ou dehors, etc. Je déteste qu'il y ait du vent et des trucs comme ça. Mais à chaque fois, c'est dans des lieux que j'aime beaucoup. C'est dans le sud de la France, c'est en Allemagne, c'est en Bretagne. Voilà, c'est 3 lieux plus mon bureau. En gros, je dois dire que c'est quand même des bons moments. Après, il faut dire aussi que pour la famille, c'est quelque chose qui ne pose aucun problème chez moi, mais en fait, c'est quand même particulier, parce que ça veut dire que tous les matins, en vacances, je travaille, ce qui n'est pas forcément la chose la plus sympathique au monde pour ma femme et mes enfants, qui ont peut-être prévu d'aller quelque part, de sortir, etc., qui aimeraient bien qu'on aille faire autre chose. Voilà, donc c'est quand même... voilà, c'est très agréable, mais pas forcément pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que c'est un choix de vie qui a convenu à ma femme. Je pense que pour d'autres, ça n'aurait pas convenu, et d'ailleurs, voilà, j'ai été abondamment quitté dans ma vie. À propos du nom de votre livre, a-t-il été choisi juste après la naissance ou avant? Par qui? Est-ce que vous êtes allé fouiller dans les noms de livres préférés des Français, ou les plus usités? Alors, oui, il a été choisi avant la naissance et changé après la naissance. Mon titre était Guerre civile, et tout le monde dans la maison d'édition m'a dit que c'était pas un bon choix. Alors, il y avait cette idée que Guerre civile faisait peur, et au début, je me suis un peu focalisé là-dessus. Mais en réalité, j'ai compris au fil des jours et des discussions que c'était pas seulement ce problème, c'était que la guerre civile n'était pas le thème du livre. Et à partir de là, c'était entraîner les gens sur une fausse piste. Alors, de l'autre côté de la vie, parce qu'une fois qu'on en a abandonné un, c'est quand même un vrai problème d'en trouver un autre. Et ça a été une naissance difficile, avec beaucoup d'hésitations, des propositions que je faisais qui étaient refusées, des propositions de mon éditrice que je refusais. Enfin bref, c'était pas facile. Et puis j'ai cherché dans des poèmes. Parce que ça, c'est, voilà, il y a des éclats, ou bien vous les reprenez, ou bien ça vous donne tout d'un coup des idées, et ça, c'est très porteur.
beaucoup plus que les noms des livres préférés des Français, parce que les noms des livres préférés des Français, je dirais que maintenant c'est devenu des phrases, et voilà, et ça me va pas trop, et puis vraiment je reste proche de moi, et dans les poèmes j'ai pas trouvé. Chez les poètes que j'adore, qui sont riches. Alors, chez les surréalistes, il y en a pas mal, parce qu'il y a des trucs surprenants, etc. Mais sinon, je cherchais Apollinaire, j'ai pas trouvé. Rimbaud, j'ai pas trouvé. Et, à la fin, ce qui m'est venu, c'est de l'autre côté de la vie, qui est une phrase de Céline, à la fin de l'exergue de Voyage au bout de la nuit. Mais, ce qui est très curieux, et ce n'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est mon père, c'est qu'en fait, à propos de quelque chose sur la vie, j'avais mis de l'autre côté, il m'a donné la page en page 121, et ça avait été mis en plus en italique. Donc en réalité, si ce titre de Céline, enfin si cette phrase de Céline m'a autant parlé, c'est parce que c'était une phrase qui était déjà à l'intérieur du livre et que j'avais jamais vraiment remarqué. Votre livre vient de naître et votre livre est moche. Ce n'est pas un beau bébé livre. Vous l'aimez quand même. Alors, non, si mon livre est moche, il faut pas le publier. Non, ça, vraiment, j'y tiens. Ça, c'est très clair. On peut vraiment se tromper, faire des livres ratés. Et il faut pas. Je veux dire, si j'ai un métier, c'est précisément pour que je puisse payer mon loyer. Alors, il y a bien d'autres raisons. Je suis professeur et c'est un truc, je sais que ça me tient au corps. Mais vraiment, je suis pas obligé de publier. Donc, lorsque je publie, il faut vraiment que j'aime mon livre. Alors après, il y a la part d'illusion d'un auteur. Hein. Je peux très bien trouver que mon livre est bien, et tout le monde n'a pas le même avis. C'est arrivé ou pas ? Alors j'ai eu un livre refusé par un éditeur, et dans le moment d'emportement, je trouvais que c'était plutôt un bon livre. Et avec le recul, je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver que c'est un bon livre. Mais c'est horrible. Non, mais c'est vraiment horrible. Oui, ça n'a ni queue ni tête. Je comprends mieux la réaction de mon éditeur à l'époque. C'était pas seulement qu'il trouvait que c'était pas bien, ce qu'ils disent avec énormément de douceur, voilà. Mais il m'a dit, mais d'où est-ce que tu as eu une idée comme ça ? C'était vraiment l'étrangeté, l'ovni. Et je suis d'accord, parce qu'on peut faire des ovnis, mais après, il faut qu'ils soient vraiment, au contraire, très réussis pour que ça passe. Et c'était complètement raté. Donc oui, ça arrive, mais dans ce cas-là, il faut pas publier. Une question clivante, pour ou contre l'avortement ? On parle de livre, si contre, pourquoi, si pour, à quel chapitre ? Alors ça, pour moi, il y a une évidence, c'est-à-dire que quand le bébé ne peut pas naître, il ne peut pas naître, et ça vraiment, le plus long que j'ai fait là-dessus, c'est 70 pages, mais je l'ai fait plusieurs fois. C'est un peu votre chiffre, fois. 70. Ouais, 70, c'est vraiment ça. Mais je suis dingue, allé ça, jusqu'à 70 pages. Ouais. C'est 70. Il y a un truc avec ça. Vous êtes né en 70 peut-être ? Je suis né dans ces eaux-là, ouais. Ah voilà. Non, mais c'est ça. En fait. Et vraiment, ça c'est, je sens que c'est pas bon, ça sert à rien de continuer. Je pense qu'un livre est de façon générale une œuvre, si je puis dire, est quand même faite de beaucoup de refus. Et d'ailleurs, je pense qu'une vie est faite de refus. Moi, j'ai du mal avec les refus conscients, explicites, etc. Mais les refus qui viennent de l'intérieur, ça, j'en ai pas mal. Et sur les livres, oui, je sens à un moment que ça va plus. Est-ce que lorsqu'il part dans un autre pays et parle une autre langue, un livre devient un étranger ? Oui, il y a quelque chose d'un peu bizarre, parce qu'il y a à la fois un grand plaisir au passage dans une autre langue, mais curieusement, je m'en sépare beaucoup plus. C'est-à-dire que même dans les langues que je parle, en fait, je les lis pas. Alors que ça pourrait quand même m'intéresser de savoir comment ça a été traduit.
Et j'ai quand même... Alors en anglais, j'ai le niveau pour apprécier la traduction. En allemand, il y a quand même pas mal de chances que j'ai le niveau. Et je lis même pas une page. Non mais c'est très curieux ça. Ça c'est vraiment... J'ai jamais compris. Voilà. Effectivement, ça devient étranger. Je sais pas pourquoi. Quelle importance accordez-vous à la courbe des ventes de votre bébé livre et que pensez-vous des interventions thérapeutiques pratiquées par votre pédiatre éditeur? Alors, je ne regarde pas les ventes. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce qu'il faut se protéger, en fait. On n'est pas à une époque où il va y avoir des ventes de livres très importantes. Et la sortie d'un livre, c'est déjà quelque chose de tellement fragile, de tellement difficile qu'il faut se protéger de toutes les façons possibles. Voilà, donc moi, je ne regarde jamais les ventes et je n'écoute jamais, puisque ça ne se fait pas en presse, mais ça peut se faire à la radio, pas à la télé non plus, plutôt un domaine favorable, mais ça peut se faire à la radio, et dans ce cas-là, je n'écoute pas non plus si jamais il y a une mauvaise critique, c'est-à-dire que ça m'est arrivé une fois, de la part d'un critique où en plus il y avait une grande jouissance dans la méchanceté, je le dis vraiment sans haine, c'était évident et tout le monde me l'a dit, mais je n'ai pas écouté, parce que ça sert à rien de se faire mal, c'est très douloureux. Ces choses-là. Donc je pense qu'il faut beaucoup se protéger. Les livres, c'est voilà, enfin toutes les œuvres d'art, c'est vraiment des choses qui nous sont totalement intimes, qui sont très intenses, etc. Donc j'estime moi qu'il faut se protéger. C'est pas le cas de tout le monde, mais vraiment, il faut faire attention. Moi, ça m'affecte. Tout ça m'affecte énormément, en bien et en mal. Donc voilà, je préfère faire attention. Si on lance une recherche ADN, quel sera le pourcentage dans votre livre de votre ADN et celui d'autres autrices ou auteurs? Alors oui, ça, je pense que il doit y avoir certaines influences profondes qui jouent, mais qui jouent de moins en moins au fur et à mesure qu'on évolue en âge. Je sais pas si on est de plus en plus soi-même, parce qu'en fait, dans ces accords entre auteur extérieur et soi-même, dans la jeunesse, il peut y avoir des moments de grande réussite d'abord, et puis finalement des choses très personnelles à travers le détour d'un autre. Mais en tout cas, je trouve que ces influences ont vraiment tendance à s'estomper. J'en vois une preuve dans le fait que quand j'étais jeune, genre 25, 30 ans, il y avait certains auteurs que j'aimais vraiment beaucoup plus que d'autres. Et c'est plus le cas. Il y a une grande homogénéisation, c'est-à-dire que en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les grands écrivains, et en tout cas ceux que je considère comme de grands écrivains. Et j'ai plus ce mode où vraiment je me focalisais sur quelques-uns, comme souvent les jeunes gens qui ont des passions furieuses pour quelques-uns et tous les autres et ils aiment beaucoup moins. Non, moi c'est beaucoup plus égal, mais en même temps clairement ça montre aussi la diminution de toute influence à l'intérieur de ce que je fais. Mais quand vous écrivez un livre comme De l'autre côté de la vie, oui. Qui est d'ailleurs un vraiment meilleur titre que Guerre civile, je trouve, perso aussi, eh bien, il ne vous vient pas en tête tous ces livres que vous avez dû lire, vous avez vraisemblablement lu, qui parlent aussi de ce type d'errance dans du monde désolé. Si, en revanche, vous avez raison, c'est pas des influences majeures, mais en revanche, oui, c'est tout un genre. Oui, ça très clairement. Une espèce de magma de livres, de BD, de séries et de films post-apocalyptiques. Voilà. Complètement. Ça, il y avait une série que j'aimais beaucoup, c'était The Walking Dead. Alors, The Walking Dead, voilà, exactement. Ah, moi, j'adore. Exactement, moi, j'adore. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait, alors, en plus, toutes les BD. Moi, j'aime beaucoup les BD. Et
Et pour le coup, les BD post-apocalyptiques, il y en a par centaines, mais d'un niveau très très inégal. En littérature, il y avait La Route de McCarthy, qui est le grand classique post-apocalyptique, et qui est un très beau livre. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est plutôt un genre que vraiment, comme autrefois, certaines influences singulières. J'aime effectivement ce genre. Je trouve que ça donne accès d'abord à une narration passionnante, et puis comme tout ce qui sont les limites, lorsque toutes les règles sociales ont explosé, eh bien, ça permet vraiment de voir des choses sur l'homme, sur le propre de l'homme. C'est vraiment... donc c'est un genre que je trouve très, très porteur. Et ça, pour le coup, oui, il était présent. Faut-il être dans une situation affective, voire amoureuse, stable, pour envisager la naissance d'un livre? Et est-ce que c'est mieux d'être en couple? Alors, ça, je pense vraiment que ça dépend des gens. Enfin, là, on parle de vous, en l'occurrence. Oui. Donc, Alors, pour mon cas, oui. J'aime la stabilité. Je suis un père tranquille, monsieur. Et en fait... Oui, j'ai quand même besoin même d'une stabilité d'esprit. C'est-à-dire que l'angoisse n'est pas bonne pour moi. Je ne sais pas si elle est bonne pour qui que ce soit d'ailleurs, mais enfin, en fait, il y a souvent chez les écrivains, musiciens, peintres, des hauts et des bas. Dans les humeurs, cyclothymie, bipolarité, voilà. Mais les bonnes périodes, c'est les périodes de haut, où vraiment il y a de l'énergie, et en fait tout ce qui affecte est mauvais pour moi. Enfin, je trouve que il y a une phase d'équilibre dans l'écriture d'un livre qui peut être des moments parfaits, hein, où tout d'un coup on se dit, après avoir travaillé 2-3 heures, et lorsqu'on est content de ce qu'on a fait, on est vraiment pleinement heureux. C'est-à-dire que un livre, bien sûr, c'est un enfantement, mais c'est aussi tout cet acte d'écriture qui peut vraiment être extrêmement agréable. Donc moi, tout ce qui m'affecte par ailleurs, me mine, est mauvais, quoi. J'aime vraiment ces moments parfaits de l'écriture où... Vous voulez qu'on vous foute la paix, quoi, surtout, j'ai l'impression. Oui, et puis aussi que je sois pas miné de l'intérieur. Ouais. Ça, c'est un point important. Voilà, donc moi, oui, c'est la stabilité. Ok. Une question pré-postpartum, à quel moment est-on informé du genre de son livre et est-ce que c'est une information fiable? Alors... On en a un peu parlé. Oui, on en a un peu parlé, voilà. Moi, je suis pas dans le genre, au sens où je pense que, un roman peut vraiment... la nature même du roman, c'est d'englober tous les genres possibles, quoi. Et après, c'est une question d'écriture, en fait. Il y a quand même... il y a une écriture polar qui est jamais celle que j'adopte, alors que les intrigues de polar, je pourrais très bien les prendre. Ça, le roman, il peut vraiment s'adapter à tout. Hugo, dans Les Misérables, il y a plein de romans feuilletons. Et ça n'empêche pas de faire Les Misérables. C'est vraiment une forme très très plastique, le roman. Est-ce qu'il existe des livres malchanceux qui naissent avec des handicaps ou des maladies incurables? Hélas oui. Hélas oui. Cela ne va pas nous rajeunir. Mais mon premier roman est sorti juste avant le 11 septembre 2001. Et je peux vous dire qu'à partir du 11 septembre 2001, les gens avaient un intérêt assez négligent pour lui. mais, car cela ne s'arrête jamais, le monde n'existe pas,
est sorti l'année du Covid. Donc, mais moi, dans notre malheur, j'ai eu de la chance. Il est sorti à la rentrée de janvier. Donc, il a quand même eu janvier-mars. Et en fait, il a réussi malgré tout à passer un peu le Covid et à avoir une certaine audience. Je me souviens de la grande librairie avec les techniciens qui étaient tous avec des plastiques sur la tête, comme si tout le monde était pestiféré. Mais j'ai une amie dont le livre est sorti le jour même où tout a été fermé. Elle a eu 1 jour de vie. Et 1 jour de vie, en fait, on ne peut pas dépasser le Covid, parce qu'on est mort. Voilà, c'est fini. Donc là, ça a été vraiment horrible. C'était son premier livre. Et elle n'a jamais réussi, elle en a écrit d'autres qu'elle n'a jamais réussi à faire publier depuis. Donc en somme, le livre de sa vie a été affligé de ce handicap terrible. Et est-ce que quand votre livre sort juste avant le 11 septembre, oui. Vous vous dites ils auraient pu faire ça à un autre moment, vous pensez plus à ce qui s'est passé ou à votre livre? Alors je pense à une phrase de Joyce, « Périsse la Pologne, pourvu que vive Finnegan's Wake ». Il faut bien avouer qu'il y a parfois d'infâmes réflexes chez l'écrivain, quoi. Ça c'est sûr. Est-ce que, comme pour les enfants, il y a un âge auquel il vaut mieux ne plus envisager de sortir un livre, même si on en a très envie? Ce serait un trop gros risque, aussi bien pour l'autrice-auteur que pour le livre lui-même. Alors, vous avez parfaitement raison. Je pense que l'écriture d'un livre a beaucoup à voir avec l'énergie vitale. Il est sûr qu'à partir d'un certain âge, l'énergie vitale commence à s'épuiser et il n'y a que quelques écrivains, en fait, qui arrivent à dépasser ça. Bon, l'exemple le plus connu, le plus traditionnel, mais vraiment il y en a d'autres, c'est Hugo. Mais Hugo, en fait, il avait une énergie tout à fait anormale. Il avait quelque chose de monstrueux, c'est-à-dire que il a dit qu'il avait eu sa première carie à l'âge de 75 ans, et l'année de sa mort, sa dernière maîtresse, donc pas son dernier acte sexuel, hein, vraiment la dernière fille qu'il a séduite, c'était 2 mois avant sa mort. Il y avait une espèce d'énergie presque étrange chez Hugo, vous voyez, qui à la fin du repas, il mangeait 4 oranges avec la peau. Il y a quelque chose d'un peu monstrueux où il avalait comme ça. Et donc cette énergie vitale, il a toujours eu. Pour d'autres, et pour moi, oui, il y a cette énergie vitale qui bien sûr, est forcément en baisse. Et ça, je le refuserai à jamais. C'est ça la difficulté en fait pour nous et finalement la tragédie, c'est qu'il y a un moment où oui, clairement, ce qu'on fera sera très en dessous. Mais on ne pourra pas le voir parce que ça signifierait notre propre fin. Mais ce qu'il y a, parce que la vie est cruelle, c'est que on nous le dira hyper poliment, mais en fait on nous le dira. Voilà, c'est-à-dire que on ne me reprendra pas, ou le public qui, vous voyez, un public. Il est assez fidèle, ça on peut lui reconnaître, mais en même temps, parce que ce sont des grandes masses, ils ont aussi une grosse capacité d'indifférence. Et donc, voilà, peu à peu, on vous oublie, vous glissez dans les limbes. Mais c'est horrible, c'est terriblement cruel. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est la loi de la vie. Alors, en général, c'est la famille, puis les amis, les médecins et enfin les sages-femmes qui rassurent, guident et encouragent les futurs parents. Et vous, c'était qui ? Écoutez, mon premier lecteur est toujours mon père. Voilà, il a 85 ans. C'est un bon lecteur, c'est vraiment un bon lecteur. Voilà, il n'a jamais travaillé dans ce secteur, mais il a toujours aimé la littérature. Voilà, il est de cette génération qui est née avec la littérature. Et voilà, il a un goût très sûr et surtout la capacité, ce qui est difficile, de toujours dire lorsqu'il n'aime pas. C'est ce qui lui a donné sa crédibilité au fil des années.
là où certains se sont épuisés, ou bien parce que j'estimais que finalement, leur goût n'était pas assez sûr, ou qu'ils n'étaient pas capables de dire nettement ce qu'ils pensaient. Mon père est mon père, mais pour lui, un livre est un livre. Voilà, c'est pas le livre de son fils, c'est un livre. Et donc, s'il estime que ce n'est pas bon, il me le dit. Voilà, ça lui donne sa crédibilité. C'est pas toujours évident, mais c'est ça qui lui donne sa crédibilité. Votre éditeur vous annonce que vous ne pouvez plus publier de livres, c'est irréversible. Vous faites quoi ? Alors, je n'ai plus de capacité d'enfantement. Je sais que ça arrivera. C'est une question que je me suis quand même pas trop posée, mais de façon abstraite, je me la suis posée. Qu'est-ce que je ferais lorsque je pourrais plus publier ? Et je me suis dit, parce qu'à certains moments, j'ai trouvé la publication très dure. Parce que vraiment, la publication, et notamment en septembre, c'est un moment qui peut être très difficile, parce que trop de livres au même moment, etc., un investissement affectif totalement énorme de votre part. Donc voilà, ça peut être très dur. J'ai eu 2 moments notamment très durs où je m'étais dit, bon, de toute façon, je ne publierai plus. Voilà, j'écrirai, mais je publierai jamais. Voilà, et donc on peut penser que ce sera la même chose, sauf que quand même la différence c'est que j'ai dit 2 fois je publierai plus jamais, et résultat je publie encore. Hein. Donc voilà, c'est un peu facile de dire je publierai plus jamais, et à la fin, voilà, la vie continue, alors que je sais très bien que oui, il y a un moment, je ne pourrai plus. Mais ça, c'est des choses qui sont très très dures. Moi, je trouve qu'il y a un métier qui ressemble pas mal à celui d'écrivain, même si je considère pas vraiment l'écriture comme un métier, mais vraiment, voilà, je suis complètement dans la mythologie de la vocation, mais c'est les sportifs. Et pour les sportifs, pour le coup, c'est quand même très très dur quand ils arrêtent. C'est vraiment... Et puis ils grossissent. Et ils grossissent. Là, l'arrêt de la boxe, ça va être fatal. L'arrêt de la boxe, ça va être fatal. Mais vous voyez là, dans un sport que je suis beaucoup, le tennis, et c'est toujours intéressant d'avoir des microcosmes comme ça qu'on connaît bien. Par exemple, j'aime pas du tout le foot en tant que sport, mais en tant que milieu, je trouve ça hyper intéressant. C'est assez passionnant, économiquement, socialement, dans les mœurs aussi, qui sont quand même assez hallucinantes. Voilà. Mais en tennis, je connais vraiment bien, à la fois en tant que sport et en tant que milieu. Et là, voilà, les morts, hein, puisque Tsonga a dit ça, les morts, la tombe, etc., pour la fin de sa carrière, pour la fin de carrière de mon fils. Ça, je comprends ça intimement, la difficulté qu'il y a à arrêter. Ce qu'il y a, c'est que en tennis, il y a des choses très très simples. C'est que à un moment, vous perdez tout le temps. C'est même assez rapide souvent. Ouais, c'est assez rapide. Voilà. Pour moi, c'est dès le début. Ouais, moi, j'ai jamais été un grand. De toute façon. Voilà, j'ai fait beaucoup de sport de ma vie, mais j'ai jamais atteint un niveau intéressant. Au maximum, j'ai fait de la petite compétition dans tous les sports que j'ai pratiqués. Mais j'ai énormément aimé, j'aime encore beaucoup, et je crois vraiment qu'il y a pas mal de rapports en fait entre un sportif professionnel et un écrivain. D'accord, eh bien Fabrice Imbert, merci 1000 fois pour ce moment de partage. Je rappelle le titre de votre dernier roman, De l'autre côté de la vie, donc il se passe quelque chose de l'autre côté de la vie. Mais quoi ? Et voilà. Ça, on ne sait pas Il encore, faut le lire lire. Pour savoir. Et c'est aux éditions Kalman Levy. Voilà, c'était Postpartum, un podcast de la salle de lecture. Je voulais vous dire, et ça vous le garderez ou non, oui, que vraiment, c'est très original et j'adore. En fait, c'est vraiment des approches totalement différentes de d'habitude et qui font sortir des réponses différentes de d'habitude.